Bienvenue dans le cours Connaître les différentes sources de financement d'une jeune pousse. Cette session est le chapitre 1 du module 3 Levée des fonds pour les entrepreneurs du niveau opérationnel des formations pour accompagner l'entrepreneuriat innovant en Afrique francophone. Ce cours a été préparé par Madame Lisa Tietiembou Barutel, fondatrice et directrice de l'incubateur d'entreprise sociale La Fabrique au Burkina Faso. Après avoir coordonné l'organisation d'une compétition internationale de création d'entreprises sociales, la JSVC, j'ai eu l'occasion de travailler dans différents incubateurs, dont certains avaient créé leur propre mécanisme de financement. Aujourd'hui, une chose est sûre, les mécanismes de financement de start-up en Afrique se sont développés et sont de plus en plus diversifiés. Les structures d'accompagnement se doivent de faciliter aux entrepreneurs l'accès aux nerfs de la guerre. Cela fait en effet partie de notre mission et certains outils peuvent nous y aider. Ce cours, programmé pour une durée d'environ 1 heure, poursuit 3 objectifs. Le premier, identifier les acteurs et mécanismes de financement adaptés aux entrepreneurs accompagnés par votre structure d'accompagnement. Il existe autant de profils de financeurs que d'entrepreneurs à financer, et les structures d'accompagnement se doivent de faire le tri pour fédérer autour d'elles les bons acteurs. Le deuxième objectif est de savoir reconnaître les sources de financement pertinentes en fonction des porteurs de projets. Toutes les sources de financement ne sont en effet pas adaptées à tous les entrepreneurs. Et enfin, le troisième objectif est de comprendre le rôle de l'incubateur dans la recherche de financement afin de réellement rester dans un rôle de soutien et d'accompagnement. En guise d'introduction, il est important de rappeler que la levée de fonds doit toujours être considérée par les entrepreneurs et les structures d'accompagnement comme un moyen et non comme une fin. Ceci a pour conséquence de déconstruire 2 idées reçues assez fortes. La première est que de nombreux entrepreneurs considèrent que la valeur ajoutée d'un incubateur réside dans sa capacité à lever des fonds. Aussi, il peut arriver que cet élément constitue la motivation première d'un entrepreneur pour intégrer une structure d'accompagnement. On se dit alors qu'en rejoignant un incubateur, on pourra lever des millions de francs CFA. Ceci est à la fois vrai et faux. Et il est important de tenir un discours de vérité aux entrepreneurs afin de mettre en place la meilleure relation d'accompagnement possible. Tout d'abord, les structures d'accompagnement, sauf cas particulier explicite, ne sont pas des financeurs. Le rôle d'une SAEI est d'accompagner à la levée de fonds et non de lever des fonds directement. Si certaines structures d'accompagnement disposent d'outils particuliers de financement, ils ne sont toujours qu'une partie d'un tout. Par ailleurs, le manque de financement n'est souvent pas le frein principal à la réussite d'un projet. En effet, alors que les entrepreneurs peuvent avoir tendance à penser qu'il s'agit du seul point bloquant au démarrage de leur projet, un professionnel de l'accompagnement identifiera d'autres éléments plus importants encore. C'est pourquoi, avant de lever des fonds, un travail beaucoup plus approfondi doit être mené en collaboration avec une SAEI. Définir clairement sa vision, structurer son modèle économique, identifier et chiffrer son marché, fédérer des partenaires, monter des phases pilotes sont autant d'éléments souvent indispensables avant même de penser à lever des fonds. En effet, lorsqu'on connaît les exigences des différents types de financeurs, on comprend aisément qu'il est indispensable d'être bien préparé. Dernier point, les SAEI ne sont pas responsables de la réussite des levées de fonds que réalisent les entrepreneurs. En effet, même si leur accompagnement peut effectivement augmenter les chances de l'entrepreneur à lever des fonds, il n'en est en rien une garantie. La deuxième idée reçue est que certains entrepreneurs évaluent leur réussite en fonction des sommes qu'ils parviennent à lever. Lever des fonds est un signe que des partenaires ont placé leur confiance dans un projet, mais pas qu'il a atteint son objectif. C'est pourquoi il faut faire attention aux bêtes à concours, aux entrepreneurs compétiteurs. L'objectif des structures d'accompagnement est bien d'accompagner les entrepreneurs à créer de la valeur, de la richesse et de l'emploi, et non d'accumuler les prix à court terme. Rappelons que l'objectif numéro 1 d'un entrepreneur est de trouver son modèle économique, et la SAEI est là pour l'y aider. Les levées de fonds peuvent permettre en ce sens d'expérimenter des modèles, de développer des produits, d'équilibrer un modèle économique jeune et fragile, etc., etc.
Par ailleurs, la levée de fonds intervient à des moments spécifiques de la vie d'un projet et ne se mène pas en continu. En effet, les projets ont souvent besoin de lever des fonds pendant la phase d'idéation et de structuration, ou bien pour répondre à des problématiques ponctuelles de trésorerie, ou encore pour changer d'échelle. Dans tous les cas, les levées de fonds doivent correspondre à des besoins stratégiques et ne pas être menées de manière opportuniste. Notons qu'un entrepreneur ne doit pas passer plus de temps à lever des fonds qu'à faire tourner son activité. Cela peut être pour vous un indicateur des priorités qu'il poursuit. Enfin, il est intéressant de rappeler que certaines activités peuvent se lancer sans, ou en tout cas avec très peu de fonds. Pour illustration, il existe des incubateurs qui contraignent les entrepreneurs qu'ils accompagnent à ne pas lever de fonds et à lancer leurs activités avec quelques dizaines de milliers de francs CFA. La méthode qui peut paraître dure a pour ambition de démontrer que sous contrainte, l'entrepreneur peut trouver des solutions pour avancer plus vite qu'il ne l'aurait fait sinon et le pousser à aller le plus rapidement possible au contact du client. Mais alors, pourquoi lever des fonds? Dans quel cas est-ce vraiment nécessaire? Bien entendu, chaque cas d'entrepreneur est unique. Cependant, on reconnaîtra différents types de besoins auxquels vont correspondre des stratégies de levée de fonds différentes et donc un accompagnement différent. En phase d'idéation par exemple, les fonds sont nécessaires pour financer des activités a priori non rentables. Les phases de recherche et développement ou encore d'études de faisabilité peuvent en effet être lourdes pour un entrepreneur qui démarre. Pensons notamment aux entrepreneurs qui portent des projets à forte dimension technologique ou scientifique, pour qui les phases de R&D peuvent être longues et coûteuses. On sait toujours quand une phase de R&D commence, on sait rarement quand elle se termine. Pensons également aux entrepreneurs qui introduisent un produit sur un marché jusqu'alors inexploré. L'étude de marché et de faisabilité revêt alors une importance capitale et peut mobiliser des fonds importants, en déplacement, en ressources humaines, en matériel d'enquête, etc., etc. Les besoins de financement de R&D ou d'études de faisabilité peuvent également se retrouver plus tard dans le cycle de vie d'un projet, sans pouvoir forcément être 100% couverts par l'entrepreneur. Ils feront alors l'objet de nouvelles levées de fonds. Au démarrage des activités opérationnelles, l'entrepreneur doit souvent financer le développement d'un prototype ou d'une phase test de marché, l'investissement dans du matériel de démarrage ou encore le besoin en fonds de roulement initial. Lorsque l'entrepreneur démarre ses activités, il faut souvent tout acquérir. Et selon l'activité concernée, ces acquisitions peuvent représenter des sommes importantes. Là encore, il peut revenir à la SAUI de conseiller et orienter l'entrepreneur afin d'être le plus pragmatique possible. Comment puis-je faire le maximum avec le minimum de moyens possibles? Comment valider mon marché le plus rapidement possible? Comment démontrer le plus clairement possible mon potentiel de développement? Les levées de fonds peuvent s'orienter en fonction des réponses à ces questions. Enfin, lever des fonds peut être indispensable pour un entrepreneur dont les activités sont déjà en route. Pour certains, notamment dépendant directement ou non du milieu agricole, les besoins en trésorerie fluctuent fortement pendant l'année et les besoins ponctuels en financement sont importants, même si l'activité est globalement rentable. Pour d'autres, l'heure est venue de changer d'échelle. Cette étape déterminante rime souvent avec des levées de fonds très importantes, indispensables pour acquérir de nouveaux équipements, augmenter significativement la production, élargir rapidement son équipe, développer son activité à l'international, etc., etc. L'appui d'un accélérateur est alors indispensable. Enfin, notons que pour certaines entreprises dont l'objectif est également social, que certaines actions menées sont structurellement non rentables. C'est le cas des activités de formation ou de sensibilisation, indispensables au succès de certaines entreprises sociales et pourtant très onéreuses. On voit dès maintenant que selon les stades de maturité et d'évolution d'une entreprise, ses besoins en financement seront différents. Il est donc naturel d'adapter sa stratégie de levée de fonds en fonction. Le rôle de la structure d'accompagnement est de bien analyser avec l'entrepreneur ce besoin en financement afin de chercher le plus stratégiquement et efficacement possible les fonds nécessaires. On retiendra 4 leviers principaux à exploiter par un entrepreneur qui cherche à lever des fonds. Chacun d'entre eux sera expliqué plus en détail dans les diapositives suivantes.
Rappelons que nous abordons ici le financement spécifique des jeunes pousses. Les leviers présentés seront donc adaptés à ce public. Tout d'abord, il existe ce qu'on appelle l'argent gratuit. On y retrouve la love money, c'est-à-dire l'argent collecté auprès d'un cercle proche de soutien et d'amis, les subventions, les prix des compétitions et le financement participatif dit crowdfunding. Ces différents mécanismes permettent aux entrepreneurs de mobiliser des ressources sans aucune obligation de contrepartie financière. Le deuxième levier est la dette. Il intègre bien entendu les banques, qui sont les premiers pourvoyeurs de crédit. Mais lorsqu'il s'agit de création d'entreprise, il est important de connaître également d'autres acteurs et mécanismes, comme la microfinance, les tontines, le crowdlending ou encore les prêts d'honneur. Ces différents mécanismes permettent aux entrepreneurs de mobiliser des ressources sur des périodes données contre un remboursement majoré ou non d'un taux d'intérêt. Le troisième levier est l'investissement au capital. Les fonds d'investissement, les business angels ou encore les particuliers via des plateformes spécifiques de crowdfunding peuvent ainsi apporter du capital à un entrepreneur en échange de la propriété d'une partie de sa société. Enfin, le dernier levier, mais qui avec le temps devrait être le premier, est la génération de revenus, par l'activité même de l'entreprise. Ici, ce sont les clients qui sont à l'origine des revenus de l'entreprise et qui lui permettent de se développer. C'est bien entendu la manière la plus naturelle de mobiliser des fonds pour un entrepreneur. Ainsi, l'argent gratuit, la dette, l'investissement et les revenus sont les 4 moyens à disposition d'un entrepreneur pour mobiliser les fonds dont il a besoin. Encore faut-il comprendre les mécanismes de chacun de ces moyens et connaître les attentes des différents interlocuteurs pour pouvoir y répondre au mieux. Et c'est là tout le rôle de la structure d'accompagnement. Arrêtons-nous tout d'abord sur l'argent dit gratuit, qui intéresse souvent le plus les entrepreneurs au démarrage de leur projet. Sans implication financière, il paraît en effet plus accessible et avec moins d'enjeux. Le premier outil intéressant à utiliser pour une jeune pousse est le crowdfunding, ou financement participatif, littéralement traduit, financement par la foule. Très en vogue depuis quelques années, cet outil de financement a été originellement mis en place pour financer des projets culturels qui ne trouvaient pas de bailleurs. Grâce à Internet, certains artistes ont ainsi pu fédérer de larges réseaux de soutien pour produire leurs œuvres. Face à ce succès, la méthode s'est généralisée à beaucoup d'autres domaines, dont la création d'entreprises. Le principe est a priori simple. J'ai un projet, je n'ai pas suffisamment de fonds pour le financer, je n'ai pas accès au schéma classique de financement comme les banques. Je vais donc parler de mon projet sur Internet et donner l'opportunité à des internautes aux 4 coins du monde de contribuer au financement de mon projet à hauteur de leurs moyens. La règle du jeu, je fixe un montant à atteindre en un nombre de jours limité. Si l'objectif est atteint, je récupère la cagnotte. Si l'objectif n'est pas atteint, je ne touche rien et l'ensemble des donateurs est remboursé. Simple sur le principe donc, et séduisant pour de nombreux entrepreneurs. Dans les faits, c'est assez différent. Il est à retenir que selon l'étude Crowdfunding in Africa, menée en 2015 par AfricStart, seulement 13% des projets africains atteignaient leur objectif de collecte. En effet, il ne suffit pas de poster son projet sur une plateforme de crowdfunding pour que celui-ci soit financé. Une campagne de crowdfunding ne s'improvise pas. Elle se prépare, s'organise et se gère au quotidien. Selon les montants recherchés, comptez entre 1 et 3 mois de préparation pour une campagne de 30 jours. Mener une campagne de financement participatif demande un certain nombre de choses. Avoir une équipe qui maîtrise la communication digitale, avoir le temps de gérer la campagne en amont et pendant la collecte, avoir des supports de communication percutants, notamment des visuels et des vidéos, avoir un réseau important de soutien et de partenaires qui relayeront la campagne. En effet, une bonne campagne de crowdfunding doit permettre de toucher son premier cercle, c'est-à-dire ses amis et sa famille, son deuxième cercle, les amis de ses amis, et enfin son troisième cercle, c'est-à-dire les gens que l'on ne connaît pas directement. Enfin, il faut être en capacité de mobiliser des relais presse lorsque les sommes recherchées sont importantes. Par ailleurs, il est à noter que nous faisons face à des freins spécifiques au continent africain. Tout d'abord, pour les donateurs, il est aujourd'hui nécessaire de disposer d'une carte bancaire pour financer les projets, ce qui est encore rare. Par ailleurs, le fait de contribuer via une plateforme web au développement d'un projet que l'on ne connaît pas n'est pas encore dans les habitudes des internautes du continent.
Le choix de la plateforme sur laquelle le projet sera présenté et hébergé est déterminant. En effet, toutes les plateformes, et il en existe des dizaines et des dizaines, ont leur positionnement propre et fédèrent donc une communauté de donateurs qui leur est propre. En fonction du projet porté par l'entrepreneur, il est important de choisir une plateforme qui réunira des donateurs potentiellement sensibles au sujet présenté. Sont présentés ici quelques exemples de plateformes de crowdfunding. Il est important de réaliser une veille continue sur ces acteurs, car leur liste évolue en continu. De nombreuses plateformes se créent et disparaissent au vu de l'opportunité que représente ce marché. Il est donc également très important de s'assurer du sérieux et de la crédibilité du site sur lequel l'entrepreneur hébergera son projet. Notez également que les sites les plus importants disposent d'équipes mobilisées pour accompagner et conseiller les porteurs de projets dans la préparation et la conduite de leur collecte. Quelques chiffres clés sur le crowdfunding. 125,9 millions de dollars. C'est la somme levée en crowdfunding en Afrique en 2015, dont 25% sur des plateformes situées sur le continent. 57. C'est le nombre de plateformes sur le continent en 2015 contre 39 en 2014. Notons cependant qu'une dizaine de pays seulement hébergent des plateformes et que sur un peu plus de 4 900 projets soumis en 2015, près de 4 600 venaient d'Afrique du Sud. 2,5 milliards de dollars. C'est le marché potentiel d'ici 2025 que représente le crowdfunding selon la Banque mondiale. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur les liens présentés ici. Ils vous redirigeront tout d'abord vers l'étude Crowdfunding in Africa menée par AfriqueStart en 2015 et également vers un article publié sur le site web L'Afrique des idées intitulé Comment réussir sa campagne de crowdfunding. L'ensemble de ces éléments confirme que mener une campagne de crowdfunding n'est pas si simple et que l'accompagnement des équipes d'une SAEI peut être d'un grand soutien pour un entrepreneur désireux d'utiliser cet outil de financement. Le deuxième outil que peuvent utiliser les entrepreneurs pour mobiliser de l'argent gratuitement est la participation à des compétitions de création d'entreprise. Il en existe de plus en plus sur le continent ou pour des projets orientés vers le continent. Ces compétitions sont parfois la seule alternative pour financer le démarrage d'un projet. En effet, certaines sont ouvertes à des porteurs de projets encore peu avancés, dont les entreprises ne sont pas créées et qui défendent seulement des idées de projets. Gagner un prix de quelques centaines de milliers ou de quelques millions de francs CFA peut alors permettre aux entrepreneurs de poursuivre leur travail et de passer à l'étape suivante. Aujourd'hui, il est souvent reconnu qu'il est plus difficile de trouver 5 millions au démarrage d'un projet que 100 millions pour le changement d'échelle d'une entreprise. Les compétitions d'entreprise viennent compléter ce manque. On peut également noter que ces compétitions sont un excellent prétexte de structuration d'un projet et de confrontation à des professionnels. Participer à des compétitions peut tout à fait faire partie d'un plan d'accompagnement proposé par une structure d'accompagnement. En effet, on retrouve dans ces compétitions de nombreuses exigences très pédagogiques et utiles pour les promoteurs. Rédiger un plan d'affaires, convaincre de la faisabilité d'un projet, analyser précisément son marché, présenter une équipe solide, etc., etc. Ces éléments sur lesquels les promoteurs doivent travailler dans des temps souvent courts sont autant d'occasions de se poser les bonnes questions pour faire avancer son projet. Par ailleurs, les compétitions sont une occasion de faire analyser son projet par des experts extérieurs et de les confronter à d'autres promoteurs, parfois venus du monde entier. Ces événements sont des occasions de rencontres et d'échanges uniques dont le gain va finalement bien au-delà d'un prix financier pour les entrepreneurs. Cependant, il doit être noté que les compétitions peuvent être chronophages. Elles sont exigeantes, demandent beaucoup de travail et peuvent se dérouler sur plusieurs mois. Alors qu'elles permettent à un entrepreneur en tout début de processus de structurer ses idées et ses projets, elles peuvent également ralentir un entrepreneur qui devrait passer à l'action. Vous trouverez sur cette diapositive quelques exemples de compétitions où s'illustrent les entrepreneurs du continent. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. À noter que pour une SAEI, ces compétitions peuvent également être l'occasion d'identifier des talents. Aujourd'hui, il existe des dizaines de compétitions nationales et continentales pour les entrepreneurs africains. Toutes ont leurs spécificités, leurs règles, leurs prix, qu'ils soient financiers ou non. Les compétitions sont aujourd'hui des moyens de mettre en lumière les innovateurs et acteurs de changement sur le continent, de donner des exemples de réussite et d'inspirer les générations futures. C'est par exemple l'objectif de la compétition portée par la Fondation Tony Elumelu, qui, à elle seule,
vise à récompenser 10 000 entrepreneurs sur 10 ans. D'autres compétitions peuvent permettre de gagner des dizaines de millions de francs CFA, comme c'est le cas par exemple du prix de l'innovation pour l'Afrique, compétition dans laquelle le gagnant peut remporter plus de 50 millions de francs CFA pour transformer son innovation. Vous trouverez ici des liens vers des sites d'actualité entrepreneuriale à suivre pour connaître les dernières opportunités. La dernière source d'argent dit gratuit pour les entrepreneurs est le recours aux subventions. Ces donations sont faites par des organisations publiques ou privées dans le cadre de leur contribution au développement ou de leurs actions sociales. Ces dernières années, les politiques globales d'aide au développement encouragent de plus en plus l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Aussi, les opportunités pour les entrepreneurs sont de plus en plus nombreuses, sur des lignes de financement habituellement réservées à des associations ou œuvres caritatives. Il faut retenir que les fondations d'entreprises sont parfois discrètes et nécessitent d'avoir un bon réseau. Il existe différents types de fondations. Des fondations d'entreprises privées, des fondations familiales, des fondations abritantes, etc., etc., avec des fonctionnements très divers. Certaines font paraître des appels à projets, alors que d'autres ne reçoivent des candidatures que sur recommandation de tiers. Il peut incomber au SAEI d'identifier les potentielles fondations partenaires et de monter des collaborations avec elles. Les relations qui s'établissent alors entre les entrepreneurs et les fondations deviennent des relations durables et de proximité. A l'inverse, les programmes gouvernementaux ou émanant d'organisations internationales sont souvent difficiles d'accès pour les jeunes pousses. Ils sont en effet lourds à monter et nécessitent de fédérer de nombreux partenaires. Là encore, l'appui d'un incubateur plus aguerri peut être d'une grande aide dans le montage de ce genre de dossier. Vous trouverez également sur cette diapositive quelques exemples de fondations ou programmes engagés pour le soutien à l'entrepreneuriat, notamment en Afrique. Il en existe évidemment beaucoup d'autres et il est important de suivre en continu l'évolution des stratégies des acteurs principaux. Enfin, n'hésitez pas à consulter ces liens, qui pourront vous permettre d'approfondir vos connaissances sur certains sujets. Tout d'abord, une étude réalisée par Arthur Gauthier et Anne-Claire Pache pour tout comprendre sur le fonctionnement de la philanthropie familiale, parfois perçue comme opaque. Ce rapport est complété par un document sur la philanthropie mondiale pour le développement. On y découvre notamment que la philanthropie privée pour le développement représentait près de 23 milliards de dollars entre 2013 et 2015, dont près de 30% étaient destinés à l'Afrique. Vous trouverez également un répertoire des organisations donatrices vers l'Afrique francophone. Il ne s'agit malheureusement pas d'un répertoire dynamique, mais vous pourrez y trouver des opportunités pour certains entrepreneurs accompagnés dans vos structures d'accompagnement. Enfin, nous vous invitons à consulter régulièrement les données de la Banque mondiale concernant l'évolution de l'aide au développement dans le monde. L'argent dit gratuit a donc des avantages et des inconvénients pour les entrepreneurs en recherche de financement. Tout d'abord, il est clair que l'argent gratuit permet de financer des actions non rentables, difficiles à faire financer par ailleurs. Pendant les premiers mois ou la première année de travail, l'entrepreneur a bien besoin de ce type de financement pour avancer. En effet, il s'agit souvent de la seule source de financement possible au tout démarrage d'un projet. Alors que les entrepreneurs n'ont que peu d'éléments concrets à présenter, qu'ils ont besoin de financement pour justement enclencher les étapes qui leur permettront de faire leurs preuves, les mécanismes de financement subventionnés sont souvent les seuls à accepter de prendre un risque. Par ailleurs, nous l'avons dit, participer à des compétitions, soumettre des projets pour des fondations ou monter une campagne de crowdfunding est un exercice très formateur pour l'entrepreneur. Il s'agit souvent pour lui de la première occasion pour formaliser son idée, le confronter à l'extérieur et réunir des avis externes sur son projet. Les compétitions, subventions, etc. permettent également d'appuyer les actions de communication de la jeune pousse. En effet, ces actions de financement sont souvent accompagnées de larges actions de communication qui mettent la lumière sur les candidats et les lauréats. Ceci permet aux entrepreneurs de se faire connaître, de gagner en crédibilité et de faciliter les rencontres avec de potentiels partenaires en intégrant de nouveaux réseaux. Enfin, l'entrepreneur n'est pas ou rarement redevable après avoir touché les fonds. Et c'est d'ailleurs souvent la première raison pour laquelle les entrepreneurs s'intéressent à ce type de financement.
Ces fonds peuvent permettre aux entrepreneurs de prendre des risques, de tester, avec moins de pression de réussite qu'avec d'autres mécanismes de financement. Cependant, ces outils ne sont pas parfaits et comportent quelques inconvénients. Lever des fonds au démarrage d'une activité, avec simplement des mécanismes tels que ceux que nous avons présentés, peut être très chronophage. La concurrence est de plus en plus rude et la réussite est loin d'être garantie. Aussi, on peut passer beaucoup de temps à rédiger des réponses à des appels à projets sans succès. Il est ainsi important de bien définir les objectifs des fonds que l'on recherche et de bien cibler les organisations sollicitées pour maximiser les chances de réussite plutôt que de postuler de manière opportuniste. Par ailleurs, et même si certaines opportunités permettent à quelques entrepreneurs de lever des dizaines de millions de francs CFA, dans la plupart des cas, les montants levés restent limités. Même s'ils peuvent représenter des coups de pouce, ils doivent être considérés pour ce qu'ils sont. Enfin, il est important de sensibiliser les entrepreneurs sur le fait qu'il est dangereux de se transformer en compétiteur. Remporter des prix et être sous le feu des projecteurs est galvanisant, mais il ne faut jamais oublier que malgré tout, des résultats sont attendus, au risque de faire perdre toute crédibilité à l'entrepreneur et à ses partenaires. Le deuxième levier de financement des jeunes pousses est l'endettement. Dans ce cas de figure, les entrepreneurs lèvent des fonds qu'ils doivent rembourser dans des conditions dépendant du financeur, notamment concernant les délais de remboursement et les taux d'intérêt appliqués. L'acteur le plus naturel lorsqu'il s'agit d'octroi de crédit est bien entendu le secteur bancaire. Il s'agit souvent du premier acteur auquel les entrepreneurs pensent lorsqu'ils cherchent à lever des fonds. Nous verrons plus tard qu'il en existe d'autres. En effet, les banques sont le premier pourvoyeur de crédit dans le monde. Cependant, il est important de souligner que leur offre n'est pas adaptée aux contraintes des entrepreneurs, et plus particulièrement à celles des startups. Les porteurs de projets sont donc souvent frustrés des retours faits par les institutions bancaires. Refus, taux d'intérêt trop élevés, montants prêtés trop faibles, etc., etc. À ce jour, peu de banques disposent d'outils financiers réellement adaptés aux jeunes pousses, qui représentent encore un risque très important pour ces institutions. Aussi, les entrepreneurs font vite face à des taux d'intérêt très élevés ou des demandes de garantie très importantes, dont ils ne disposent évidemment pas au démarrage de leur projet. Cependant, face à une demande de plus en plus pressante, certaines banques développent de nouveaux mécanismes pour financer davantage de start-up. Certaines d'entre elles s'associent avec des représentants de l'écosystème entrepreneurial pour financer des jeunes pousses. D'autres encore créent des outils financiers adossés à des fonds de garantie pour diminuer les risques induits par le financement. Même si les banques sont de plus en plus nombreuses sur le continent, il faut quand même rappeler quelques chiffres. En effet, le taux de bancarisation en Afrique subsaharienne est encore très bas, entre 5 et 15% selon les pays. Tous les promoteurs ne sont donc pas de fins connaisseurs du système bancaire et les incubateurs doivent tenir compte de cela. Aujourd'hui, les banques doivent encore convaincre les populations et leurs mécanismes sont loin d'être connus de tous. Les taux d'intérêt sont très élevés. Le taux d'usure, c'est-à-dire le taux d'intérêt maximal, s'élève encore à 17%, selon un responsable Afrique de la Société Générale, dont vous retrouverez l'interview complète à droite de cette diapositive. Un dernier chiffre, 100 millions de francs CFA. C'est la somme mise à disposition par Coris Bank pour récompenser les entrepreneurs du Burkina Faso. Il s'agit d'un exemple d'implication d'une banque aux côtés des entrepreneurs en utilisant un outil qui sort de son champ d'action classique. Pour en savoir plus, n'hésitez pas également à consulter le rapport 2015 de la Banque africaine de développement sur le système bancaire en Afrique. Même si les banques ont pour l'instant une offre peu adaptée aux entrepreneurs, certains d'entre eux ont quand même besoin de prêts. Il s'agit en effet d'un outil adapté pour préfinancer des activités génératrices de revenus. Face aux réticences du système bancaire, de nouveaux mécanismes se sont développés. Nous avons abordé plus haut le crowdfunding qui constituait un mécanisme de don. Il existe également le crowdlending, fonctionnant sur les mêmes principes pour attribuer des prêts à des individus, des entrepreneurs, des associations ou des entreprises. Il s'agit donc d'une collecte participative sous forme de prêt avec intérêt.
Les prêteurs sont en effet rémunérés pour leurs prêts, en plus de la commission prélevée pour le fonctionnement des plateformes qui hébergent les demandes de prêts. À la différence d'une banque, les plateformes de crowdlending n'imposent pas de caution ou de garantie. Chacune rassure les internautes comme elle le peut. Prenons quelques exemples. Les entrepreneurs peuvent être sélectionnés par un comité d'experts de la plateforme sur la base de nombreux documents financiers transmis. Les porteurs de projets peuvent encore être accompagnés par l'équipe de la plateforme pour construire des plans de financement et de remboursement réalistes. Enfin, certaines plateformes ne sélectionnent des entrepreneurs que sur recommandation de structures tierces choisies pour leur crédibilité. Notons que les SAEI peuvent faire partie, dans certains cas, de ces structures tierces. Ici aussi, tous les types de projets peuvent être financés, à condition de pouvoir rassurer les prêteurs sur sa capacité à rembourser. En effet, il est important de rappeler qu'il s'agit de placements risqués pour les prêteurs. Les internautes prêtent de l'argent à des porteurs de projets qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne rencontreront certainement jamais. Il est donc primordial d'assurer une très grande transparence dans la relation avec les prêteurs et d'installer une relation de confiance. Les plateformes de crowdlending sont également très nombreuses. La plus connue est Kiva, plateforme américaine qui a collecté depuis sa création plus de 800 millions de dollars de prêts avec un taux de remboursement avoisinant les 100%. D'autres plateformes existent, certaines sont citées ici. Comme pour le crowdfunding, consultez les plateformes, échangez avec les équipes et choisissez celle qui correspond le plus au projet à soumettre. Ceci est d'autant plus important sur une plateforme de prêt. Car en effet, sur ces plateformes, il n'est pas rare de voir un internaute prêter une certaine somme et ne pas le récupérer lorsqu'il est remboursé. Les prêteurs ont tendance à faire des prêts réguliers. Dès qu'un prêt est remboursé, ils reprêtent l'argent récupéré à un autre projet. Choisissez donc la plateforme en fonction du profil de la communauté qu'elle mobilise. Quelques chiffres importants sur le crowdlending. Pour la seule année 2015, ce sont 196 millions d'euros qui ont été collectés sur des plateformes françaises. Le taux d'intérêt varie habituellement selon les plateformes, entre 4 et 10% des montants prêtés. Enfin, comme nous le disions, la plateforme Kiva a permis de collecter à elle seule plus de 800 millions de dollars. Ceci est rendu possible grâce à la communauté de prêteurs très réguliers présents sur la plateforme et à la fiabilité des porteurs de projets qui y soumettent leurs demandes de prêt. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter le cas d'étude rédigé sur la plateforme Kiva par IESE Business School. N'hésitez pas également à consulter régulièrement le site crowdlending.fr pour connaître les actualités du secteur. Un autre outil qui peut être adapté aux demandes des jeunes pousses est développé par les institutions de microfinance. Originellement conçus pour financer les petits projets individuels, les outils financiers des IMF se sont élargis et elles proposent aujourd'hui des prêts pouvant correspondre à certains besoins d'entrepreneurs. Pour brosser un portrait rapide, les IMF proposent tout de même des prêts sur des montants réduits à des taux d'intérêt relativement importants. Mais il est important de noter que les montants proposés sont de plus en plus importants et peuvent atteindre aujourd'hui des dizaines de millions de francs CFA. Aussi, ces outils sont utiles pour financer des besoins de trésorerie ponctuels avec les délais de remboursement les plus courts possibles afin de ne pas souffrir de taux d'intérêt trop importants. S'adresser à une institution de microfinance peut être une bonne première étape avant de rencontrer des institutions bancaires plus classiques. Cela renforcera la solidité du dossier. Les IMF sont très nombreux sur le continent. Nous avons cité ici quelques exemples de structures présentes largement sur les territoires. Il peut être intéressant pour une SAEI de nouer des partenariats avec des IMF afin de faciliter l'accès au crédit des entrepreneurs. En effet, lorsqu'un entrepreneur est accompagné par une SAEI, son dossier peut paraître plus solide et peut faciliter la confiance de l'IMF dans l'octroi du prêt. Aujourd'hui, on dénombre 6,3 millions d'emprunteurs actifs en Afrique, qui ont donc sollicité des prêts avec des taux d'intérêt qui varient entre 10 et 20%. Comme nous le disions également, les IMF sont de plus en plus nombreuses. On en dénombre près de 700 sur la seule zone UMOA.
Il y a donc le choix et les différents secteurs d'activité peuvent trouver du financement dans les IMF. Pour tout savoir sur la microfinance, rendez-vous sur le site Mixmarket, la référence sur le secteur, qui recense l'ensemble des données disponibles dans le monde. Nous vous invitons également à lire l'article intitulé « De la microfinance à la mezzofinance pour les PME africaines » qui analyse l'évolution des outils de crédit fournis par les IMF du continent qui s'adaptent de plus en plus aux besoins des PME africaines. Enfin, certains outils de prêt sont développés sur mesure pour répondre aux besoins des entrepreneurs du continent. Tout d'abord, dans la plupart des pays, des fonds étatiques sont mis à la disposition des entrepreneurs. Ils permettent d'emprunter à de faibles taux d'intérêt et de renouveler les demandes de prêt en augmentant progressivement les montants demandés. Il est cependant important de noter que les procédures, les délais de traitement et de décaissement de ces prêts sont longs et parfois incertains. Un autre outil, plus rare, est le prêt d'honneur. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un prêt fondé sur l'honneur. Il s'agit donc d'un prêt accordé à une personne physique et non pas à une société par des organismes accrédités. Pensés pour donner un coup de pouce au démarrage, ces prêts portent généralement sur des montants réduits et viennent en complément d'autres financements. Ils peuvent par exemple venir renforcer la crédibilité d'un dossier soumis en banque par un entrepreneur. Ces prêts sont des prêts sans intérêt et parfois sans garantie, ils sont donc accessibles à tous. Et c'est bien ça qui fait leur particularité. Moins chers et moins contraignants, ils répondent à une problématique spécifique des entrepreneurs. Cependant, il est important de noter qu'ils ne sont pas moins exigeants que les prêts classiques. Au contraire, l'organisme prêteur ne disposant pas de garantie, les démarches pour accéder à un prêt d'honneur sont souvent longues et très complètes. Aujourd'hui, Initiative France, après avoir développé largement ses outils sur le territoire français, débute ses activités en Afrique de l'Ouest pour octroyer des prêts d'honneur à des entrepreneurs et les accompagner pour lever les compléments nécessaires auprès des banques. Depuis le mois de mars 2018, Afriquinov expérimente également un système de prêt d'honneur dans lequel les incubateurs jouent un rôle central d'identification et de suivi des entrepreneurs pour garantir leur remboursement. Sans intérêt, sans garantie, portant sur des montants de 6 à 20 millions de francs CFA, ces prêts permettent aux entrepreneurs d'accélérer leur développement commercial. Pour résumer, l'endettement a lui aussi des avantages et des inconvénients pour les jeunes pousses. La dette peut être intéressante pour financer des besoins en trésorerie ponctuels. Au démarrage d'une activité, les entrepreneurs peuvent rencontrer des difficultés de trésorerie pour aller chercher leurs premiers clients ou gérer leur première production par exemple. Il faut alors avoir de solides projections pour rassurer le prêteur sur sa capacité future à rembourser. La microfinance et les tontines permettent quant à elles de débloquer le démarrage de petits projets. Il est important de noter que le prêt responsabilise et engage l'entrepreneur. En effet, il donne une valeur à l'argent, contrairement à l'argent dit gratuit. Le prêt lui met une pression supplémentaire pour atteindre ses objectifs et avoir du succès. En ce sens, on peut dire qu'il s'agit d'une source saine de financement. Cependant, l'endettement implique certaines difficultés. Tout d'abord, les banques prêtent rarement aux entrepreneurs, et ceci pour 3 raisons principales. Les projets réellement bancables sont tout d'abord rares. Les projets entrepreneuriaux sont jugés trop risqués par les banques. Et enfin, les entrepreneurs ne disposent pas souvent de garanties qui sont pourtant indispensables pour monter un dossier bancaire. La dette ne convient qu'aux entreprises déjà en activité et génératrices de revenus. Un projet qui n'a encore rien réalisé ne peut pas prétendre à de la dette car elle ne pourra pas rassurer les prêteurs sur sa capacité à rembourser. Les instituts de microfinance, quant à elles, accordent de petits montants mais à de lourds taux d'intérêt qui peuvent parfois peser sur le démarrage d'une activité. Et enfin, les prêts d'honneur, bien que plus adaptés, sont encore peu développés et connus sur le continent. Le troisième levier de financement que les entrepreneurs peuvent utiliser pour booster leur croissance est le capital. L'investissement en capital, à l'inverse des outils précédemment énumérés, est intrusif. En effet, lorsqu'un entrepreneur décide de faire appel à des investisseurs extérieurs, ceux-ci achètent une partie de la propriété de son entreprise et en deviennent actionnaires, aux côtés de l'entrepreneur, qui n'est donc plus le seul maître à bord.
Ce mode de financement est plus adapté pour les entrepreneurs qui souhaitent accélérer rapidement leur croissance ou qui sont en phase de changement d'échelle par exemple. La question reste celle-ci. Comment trouver des investisseurs pour injecter beaucoup d'argent dans une jeune pousse et pour prendre part à sa croissance? Le premier outil est encore une fois le financement participatif. Il existe en effet des plateformes qui permettent aux internautes d'investir dans les projets qu'ils financent. Développé plus récemment, l'equity crowdfunding permet donc à des internautes d'investir au capital de start-up, qu'ils les connaissent ou non. Ce mécanisme permet à l'entrepreneur d'identifier de nombreux investisseurs et ainsi de diluer son capital. Comparé à une campagne de crowdfunding classique, les versements réalisés sont plus importants. Il est en effet peu intéressant pour un entrepreneur d'avoir des actionnaires qui entrent au capital de son entreprise avec un apport de 10 000 francs CFA par exemple, au risque d'avoir trop d'investisseurs peu engagés dans son actionnariat. Dans le même temps, les tickets d'entrée sont bien entendu moins importants que ceux proposés par les fonds d'investissement. À noter qu'à la différence d'une campagne de crowdfunding plus classique, les internautes sont en attente d'un retour sur investissement. La promesse faite par l'entrepreneur doit donc être différente de celle formulée pour une campagne de dons ou de prêts. Les plateformes d'equity crowdfunding sont encore peu nombreuses. Quelques exemples sont cités ici. En 2012, les fonds levés en investissement via crowdfunding ne représentaient que 4% des fonds levés en crowdfunding dans le monde. C'est peu, mais notons cependant qu'en valeur, ce montant a évolué de 30% entre 2011 et 2012. Un autre chiffre intéressant est la comparaison entre les fonds investis au capital de start-up par des amis, familles ou business angels vis-à-vis des fonds investis par des professionnels du financement. En 2006, les premiers, plus informels, investissaient 600 milliards de dollars dans les start-up, alors que les seconds investissaient moins de 40 milliards de dollars. Les plateformes d'equity crowdfunding représentent donc un outil intéressant pour exploiter ce potentiel d'investissement. La documentation est encore relativement rare sur ces outils, étant donné qu'ils sont récents, mais vous pouvez consulter le mémoire cité sur cette slide qui explore les raisons pour lesquelles des entrepreneurs se tournent vers l'equity crowdfunding pour financer leur croissance. Les fonds d'investissement, quant à eux, sont de plus en plus nombreux sur le continent. Professionnels du financement par l'investissement, ces structures injectent du capital dans les PME à fort potentiel et les aident à grandir pour réaliser une plus-value en quelques années. Les fonds d'investissement investissent donc dans le capital des entreprises en récupérant donc une partie de leur propriété. Lorsqu'un entrepreneur fait entrer un investisseur extérieur dans son capital, il n'est plus le seul maître à bord. Il partage désormais la propriété de son affaire et ne peut plus prendre toutes les décisions seul. Les fonds complètent souvent cet investissement au capital par un prêt sans intérêt sous forme d'apport en compte courant d'associés. Les fonds d'investissement n'ont pas vocation à rester au capital des entreprises à vie. En effet, dès le démarrage des discussions, une négociation est possible et même recommandée sur les stratégies d'entrée et de sortie du fonds. Quelles sont les exigences du fonds? Quelle est la durée d'investissement? Quelle est la valorisation de l'entreprise? Tous ces éléments sont à travailler et nécessitent souvent l'appui d'un expert pour les entrepreneurs. Outre l'investissement, les fonds apportent un accompagnement à moyen terme aux entrepreneurs. En devenant actionnaires, ils travaillent avec l'entrepreneur sur les prises de décisions stratégiques, participent au renforcement de l'équipe et ouvrent un large réseau permettant d'accélérer le développement de l'entreprise. Il est évident que ce type d'investissement n'est pas adapté aux startups en démarrage. L'entreprise et surtout l'entrepreneur doivent avoir fait leurs preuves avant de pouvoir répondre aux exigences des fonds. Cependant, il peut être du rôle des structures d'accompagnement d'entretenir des relations entre des fonds d'investissement et des incubés dès le démarrage de l'accompagnement. En suivant l'évolution des startups, les relations et les échanges peuvent faciliter l'installation d'une relation de confiance plus propice aux bonnes négociations en temps voulu. Sont présentés ici certains fonds actifs sur le continent. PAI Partners, Proparco, Oasis Capital, Investisseurs et Partenaires, ils sont pourtant nombreux. En 10 ans, le nombre de fonds dédiés aux PME en Afrique a été multiplié par 10, révélant un vrai besoin sur le continent africain. Ces fonds ont pu lever 14,5 milliards de dollars entre 2008 et 2014 afin d'investir dans les PME et les accompagner à grandir. Si l'on prend la simple année 2016, près de 150 deals ont été signés pour plus de 3,5 milliards d'euros d'investissement. Pour aller plus loin,
nous vous invitons à lire le rapport très complet d'investisseurs et partenaires intitulé Investir dans les PME en Afrique, mais également de suivre le cours en ligne de l'ESSEC Business School, l'Impact Investing, comprendre les fondamentaux. Vous y trouverez toutes les clés pour gérer une relation avec un investisseur. Enfin, pour investir au capital des entreprises, il existe ce que l'on appelle des business angels. Un business angel est une personne physique qui investit une part de son patrimoine dans une start-up et qui met gratuitement à disposition de l'entrepreneur ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels et une partie de son temps. La grande difficulté est d'identifier des business angels. Peu regroupés, ils n'affichent pas forcément leur capacité financière et ne font pas d'annonce lorsqu'ils recherchent des PME dans lesquelles investir. Il est à noter que les business angels sont encore rares en Afrique, ce qui peut notamment s'expliquer par le fait que les lois ne sont pas fiscalement incitatives. Il est important de noter que les SAEI peuvent jouer un rôle de fédération et de mise en relation avec les entrepreneurs. En effet, au fil du temps, grâce à leur bonne implantation dans le tissu local, elles peuvent identifier de potentiels business angels. Elles peuvent ensuite constituer un intermédiaire de confiance entre ces business angels et les entrepreneurs qui ne se connaissent pas, en organisant des occasions de rencontres entre eux. Aldo Fosso, qui a créé Afric Angels, premier réseau de business angels africains, disait dans une interview à Forbes Magazine: les grandes entreprises ont engagé une guerre en Afrique dont les conséquences dépendront en réalité d'abord de notre volonté à soutenir nos entrepreneurs et à les aider à franchir les nombreuses barrières auxquelles ils font face. Nous avons commis une erreur historique en laissant filer nos cerveaux. Aujourd'hui, nous ne devons pas commettre celle de laisser filer nos startups. Découvrez l'intégralité de l'interview en cliquant sur le lien. Le financement par le capital est donc en pleine éclosion et en plein essor sur le continent. Il vient en effet répondre à certains besoins des entrepreneurs. Il constitue une technique de levée de fonds plus importante et plus structurante. Les montants levés sont bien plus importants qu'avec les mécanismes précédemment cités, et la nature de la relation créée entre l'investisseur et l'entrepreneur est bien plus étroite. Ce type d'investissement permet la création d'un partenariat de moyen ou long terme avec des professionnels du financement, ouvrant dès lors l'accès à un large réseau de partenaires. L'investissement au capital est souvent indispensable pour changer d'échelle. Lorsqu'un entrepreneur a validé ses premières années d'activité et qu'il veut accélérer sa croissance, les besoins en capitaux peuvent être très importants et les défis de taille. Les fonds d'investissement répondent à cette problématique. Les fonds d'investissement accompagnent l'entrepreneur dans sa levée de fonds en investissant en capital, en faisant parfois des prêts et en accompagnant les entrepreneurs à lever des fonds en banque. Le dossier de l'entrepreneur est alors bien plus solide. Ainsi est ouverte la possibilité de disposer d'un mix pertinent entre endettement et investissement. Enfin, il n'est pas anodin de noter qu'en acceptant la prise de participation d'un investisseur tiers, l'entrepreneur partage également les risques qui sont liés à son activité et ne les supporte plus seul. Cependant, ces mécanismes relativement récents en Afrique ne sont pas adaptés à toutes les situations et à tous les profils d'entrepreneurs. Les exigences des fonds d'investissement sont grandes et demandent une forte capacité d'adaptation de la part des entrepreneurs. En faisant entrer un nouvel actionnaire dans son capital, on s'ouvre à la possibilité de nouvelles méthodes de travail et de contrôle. Il faut y être prêt. Bien entendu, l'investissement implique également la perte d'une part de la propriété de son entreprise. Tous les entrepreneurs ne sont pas prêts à y consentir. C'est pourquoi il est d'ailleurs essentiel de bien choisir ses partenaires pour intégrer le capital. Les entrepreneurs n'ont pas toujours intérêt à accepter l'investissement de n'importe quel type d'investisseur. C'est pour cela que l'entretien de relations et d'échanges sur la durée est essentiel avant l'investissement pour bien se connaître et se comprendre. Enfin, et de manière générale, il est clair que ces mécanismes sont encore peu connus des entrepreneurs et des structures d'accompagnement sur le continent africain.
Enfin, le dernier levier pour financer le développement d'une jeune pousse repose sur son revenu. Le fait d'avoir des activités, de générer du chiffre d'affaires et du bénéfice est bien entendu la manière la plus naturelle de financer son développement, au moins au début. En effet, il est essentiel que les SAEI se concentrent sur les performances commerciales des entrepreneurs qu'elles accompagnent. Convaincre un client n'est pas le même exercice que convaincre un bailleur ou un banquier. Cela peut parfois être beaucoup plus difficile et c'est pourtant le plus important. N'oublions jamais que l'objectif des structures d'accompagnement est de favoriser l'émergence d'entreprises créatrices de valeur, d'emplois et de revenus. L'objectif n'est pas d'accompagner des entreprises qui remportent des prix et lèvent de l'argent. Cet objectif de revenu doit toujours être l'objectif premier de l'entrepreneur avant même d'aller lever des fonds ou d'être présent dans les médias. Les SAEI accompagnent des entreprises qui doivent convaincre des clients et non pas des projets qui doivent convaincre des bailleurs. Il est intéressant de noter que lorsque l'on axe une levée de fonds sur la génération de revenus, on pousse l'entrepreneur à se lancer sur le marché. Cette étape peut en effet être difficile à franchir, surtout pour les projets qui sont passés par de longues phases d'études ou de recherche et développement. Aussi, un entrepreneur qui se lance naturellement sur le marché enclenchera un démarrage plus mesuré, étape par étape. Enfin, le financement dit naturel des startups est également un investissement de long terme. Un entrepreneur qui est parvenu à conquérir son marché simplement grâce à une bonne stratégie, à un bon produit et à un bon positionnement attirera beaucoup plus facilement l'attention d'un investisseur tiers lorsqu'il s'agira de changer d'échelle. La confiance sera beaucoup plus grande. Cependant, il est évident qu'il est parfois impossible de se lancer sans un capital de démarrage, même faible. Les moyens que nous avons cités précédemment peuvent permettre de constituer ce capital de démarrage. Enfin, il s'agit bien entendu d'un mode de financement plus long, demandant une plus grande endurance de la part de l'entrepreneur, et à ce moment-là, la SAEI est indispensable pour l'accompagner à ne pas se décourager. Nous avons donc passé en revue les différents leviers de financement possibles pour une jeune pousse. L'argent gratuit, la dette, l'investissement et enfin le revenu. Les stratégies de levée de fonds mises en place par les entrepreneurs ne sont bien entendu pas exclusives les unes des autres, et plusieurs outils sont souvent mobilisés en même temps. Mais lever des fonds peut être très chronophage et peu efficace si cela est mal pensé. Alors que les entrepreneurs sont souvent absolument convaincus du potentiel de leur projet, il est essentiel de leur faire prendre conscience des attentes des différents bailleurs et financeurs. En effet, selon les mécanismes de financement sollicités, les besoins exprimés par les bailleurs sont différents et attendent des réponses différentes. Dans tous les cas, rien ne va de soi et l'entrepreneur doit en permanence démontrer que son modèle et sa stratégie sont pertinents. C'est alors que l'accompagnement de la SAEI est indispensable. Ainsi, mettons-nous à la place d'un financeur et analysons les questions qu'il se pose lorsqu'il rencontre un porteur de projet. Sur quoi a-t-il besoin d'être rassuré? Voyons quelques exemples. Tout d'abord, prouver la capacité à rembourser. Lorsque l'on cherche du financement sous forme de dette, c'est la première chose à faire. Comment faire pour prouver que nous allons monter un projet qui permettra de générer suffisamment de revenus pour rembourser l'emprunt dans les délais impartis? Tout notre dossier de financement doit répondre à cette question. Ainsi, il est indispensable de présenter une stratégie claire et solide en entrant dans les détails les plus opérationnels et en omettant aucun facteur de risque. Montrer que l'entrepreneur a pensé à tous les cas de figure et a envisagé des solutions face à toutes les situations ne peut que rassurer un prêteur. Bien entendu, cette stratégie doit être déclinée en chiffres. L'exercice est parfois complexe et l'accompagnement de la SAEI est alors essentiel. Deuxième attente possible, démontrer l'innovation. Certains financeurs sont à la recherche de projets dits innovants. Même si l'innovation est un terme aujourd'hui largement utilisé dans le domaine des startups, rares sont les vraies innovations. Mais alors, si un entrepreneur cherche à commercialiser un produit réellement innovant, comment le faire valoir? Comment le démontrer? Le simple fait d'annoncer une innovation ne suffit pas. Le brevet reste la meilleure manière de garantir l'aspect innovant d'un produit. Il faut cependant rappeler que la démarche de brevetage est longue, complexe et coûteuse.
Elle est souvent hors de portée pour un entrepreneur. Autre solution, sans aller jusqu'au brevet, associer son travail à des instituts techniques spécialisés qui pourront attester du degré de scientificité du produit ou du projet peut être une bonne idée. Là aussi, l'accompagnement de la SAEI peut permettre de formaliser ces partenariats. Troisième élément, démontrer l'existence d'un marché important actuellement. Quel que soit le type de financement, il a pour objectif d'aider l'entrepreneur à avoir plus facilement accès à un marché et à des clients. Dès lors, se pose la question de l'existence même de ce marché. Sans clients, un investissement sera toujours vain. Comment démontrer que l'on s'attaque à un marché porteur? Pour cela, il est essentiel d'avoir mené des études de marché solides pour valider l'existence d'un marché, c'est-à-dire la présence certaine ou quasi certaine d'un nombre suffisant de clients potentiels pour lancer son entreprise. Mieux, les entrepreneurs sont encouragés à mener des phases tests et à développer des prototypes de leurs produits. Il n'y a jamais de meilleure étude de marché qu'une mise en situation réelle de vente et d'achat afin de mesurer les réactions réelles des clients. Quatrième élément qui peut être important, le fait d'assurer un retour sur investissement important. Alors que le banquier veut simplement être remboursé, l'investisseur, lui, veut pouvoir récupérer son investissement et réaliser une plus-value. Quels éléments lui apporter pour l'en convaincre? De manière assez classique, il est ici indispensable de construire un business plan ambitieux et également réaliste. Toutes les données financières seront analysées et décortiquées avec l'investisseur. L'entrepreneur doit connaître ses chiffres et en être très sûr. Prochain point, relativement lié au précédent, s'assurer du potentiel de croissance de l'entreprise. Pour un investisseur au capital, c'est particulièrement important. En effet, c'est de cette croissance que sa plus-value sera réalisée. Il ne suffit pas d'investir dans une entreprise rentable, mais bien dans une entreprise qui sera de plus en plus rentable. Mais alors, comment démontrer son potentiel de croissance? Il est évident que ceci ne se démontre pas avec de seules hypothèses. Le potentiel de croissance d'un entrepreneur dépend en effet tout d'abord du marché sur lequel il évolue, mais également sur sa capacité personnelle à porter et faire évoluer son entreprise. Aussi, il est alors recommandé de tester le marché pendant quelques années avant de se tourner vers ce genre d'investisseurs afin de leur présenter des résultats concrets. Nouvel élément, rassurer sur l'équipe. Dans la lignée de ce que nous avons énoncé précédemment, le contexte extérieur est loin d'être le seul à garantir le succès ou l'échec d'une entreprise. L'équipe qui porte l'entreprise est un élément déterminant, voire l'élément le plus déterminant. Aussi, il apparaît que l'évaluation des capacités du porteur de projet ou la confiance que peut transmettre son équipe sont des éléments essentiels lors d'une levée de fonds. Mais alors, comment constituer la bonne équipe? Au-delà du porteur de projet, compétent, engagé et passionné, il est important de construire une équipe en fonction de ses ambitions. L'entrepreneur n'a pas toutes les compétences et n'a pas la capacité de porter toutes les missions de son entreprise. Il est important qu'il ait conscience de cela. Il doit alors s'entourer de personnes complémentaires et avoir la capacité d'impliquer durablement son équipe dans le développement de son entreprise. Si ces éléments ne sont pas forcément fondamentaux au démarrage de l'entreprise dans les premiers mois d'activité, ils deviennent alors un facteur clé de succès lors des levées de fonds qui vont suivre. Dernier élément, il est parfois important d'assurer un retour social sur investissement important aux financeurs. Dans certains cas, cela peut être important. Certains bailleurs, qu'ils se positionnent sur du don, du prêt, de l'investissement ou qu'ils soient simplement des clients, sont très regardants sur l'impact social ou environnemental produit par les entreprises. Mais alors, comment garantir et afficher un fort impact? De la même manière que l'on établit des prévisions de rentabilité, il est possible de travailler sur des projections d'impact social afin de le mesurer et de le piloter. En identifiant bien son potentiel d'impact et ses parties prenantes, différentes méthodes permettent de choisir les bons indicateurs de suivi et de les valoriser. L'exercice n'est pas aisé et l'accompagnement d'une SAEI peut être complètement indispensable. On le voit donc, selon les structures ou personnes auxquelles on s'adresse,
les attentes peuvent être différentes. C'est pourquoi il est important de structurer sa levée de fonds de manière stratégique et non opportuniste en partant dans tous les sens. De cette manière, l'entrepreneur peut se préparer au mieux à répondre aux attentes des personnes qu'il sollicitera, et c'est là, justement, que l'appui de la structure d'accompagnement est essentiel. En effet, si les structures d'accompagnement ne financent habituellement pas les entreprises qu'elles accompagnent, elles peuvent être d'une grande aide pour les aider à trouver des fonds. En effet, elles permettent d'accélérer les levées de fonds grâce à divers appuis. Elles accompagnent tout d'abord les entrepreneurs dans le montage des dossiers de financement. L'accompagnement en continu permet de renforcer l'entrepreneur et de lui fournir au fur et à mesure de plus en plus d'arguments convaincants qui peuvent être réutilisés dans les demandes de fonds. Il s'agit souvent d'exercices compliqués qui demandent la maîtrise d'outils particuliers. Lorsque cela est demandé, elles peuvent aussi appuyer formellement les candidatures des entrepreneurs. Attention, il est important d'appuyer les candidatures lorsque cela est pertinent, afin de ne pas entacher la crédibilité de la structure d'accompagnement, ce qui aura un impact négatif sur l'accompagnement des autres entrepreneurs. Les SAEI ont aussi un rôle à jouer pour faciliter l'accès des entrepreneurs au réseau de financement. Il s'agit d'un monde auquel les entrepreneurs n'ont pas forcément accès et dont ils ne connaissent pas forcément les codes. Ainsi, les structures d'accompagnement peuvent monter des partenariats avec des structures de financement, non pas pour garantir à 100% l'accès à du financement, mais pour faciliter l'étude des dossiers des entrepreneurs qu'elles accompagnent. Les SAEI peuvent également jouer un rôle dans la structuration de l'écosystème, en fédérant les différents acteurs. On a vu notamment que les business angels sont encore peu visibles dans les pays africains et les SAEI peuvent jouer un rôle pour accompagner leurs premières activités de financement. Tout cela est facilité lorsque les structures d'accompagnement organisent des événements qui sont des occasions d'échange entre financeurs et porteurs de projets. Là encore, elles ne garantissent pas le financement. Grand public ou non, formel ou informel, médiatisé ou à huis clos, ces événements permettent de créer des liens et favoriser la confiance. Enfin, les SAEI peuvent se positionner comme garantie supplémentaire pour renforcer le dossier d'un incubé. Même si elles n'appuient pas financièrement, la SAEI est une sorte de garant moral qui peut rassurer les partenaires financiers à la recherche de bons dossiers d'entrepreneurs. Elles peuvent également aider à identifier les opportunités de financement. Elles sont nombreuses, contrairement à ce que peuvent parfois penser les porteurs de projets. La présentation d'aujourd'hui l'a montré. Mais l'information n'est pas toujours accessible. Il est du rôle des SAEI d'effectuer un travail de veille en continu pour accompagner les porteurs de projets dans leur levée de fonds. Mais avant tout, là où les SAEI ont le plus grand rôle à jouer, c'est sur le fait d'appuyer les entrepreneurs dans le développement de leurs activités commerciales. Un entrepreneur qui assure le développement de son entreprise et qui fait ses preuves aura beaucoup moins de difficultés à lever des fonds qu'un entrepreneur dont l'objectif premier est d'aller rencontrer des financeurs. C'est bien là-dessus que la SAEI peut avoir une énorme valeur ajoutée. Nous voilà donc au terme de la formation « Connaître les différentes sources de financement d'une jeune pousse ». Comme vous l'avez vu, elles sont nombreuses et il est du rôle de la SAEI d'arriver à les identifier et à les trier pour faciliter les levées de fonds des entrepreneurs. Pour résumer en 3 points clés les éléments importants que nous avons abordés dans cette formation, nous pouvons dire que le rôle d'une SAEI dans les recherches de financement des startups se décline ainsi. Tout d'abord, identifier les besoins de l'entrepreneur pour trouver les sources de financement pertinentes. Toutes les sources de financement ne correspondent pas à tous les besoins et il est important de ne pas s'essouffler en recherche inutile. Ensuite, tisser des relations de confiance avec les potentiels financeurs de votre pays ou au-delà et connaître parfaitement leurs besoins. Ceci ne peut être fait directement par les entrepreneurs et pourtant c'est essentiel pour les rapprocher des financeurs et entretenir la confiance. Enfin, préparer les entrepreneurs, car lever des fonds ne s'improvise pas. Cela demande la maîtrise de nombreux outils et un certain entraînement. N'hésitez pas à vous connecter sur la plateforme en ligne pour poursuivre et approfondir les échanges sur ce sujet.